Bonjour à tous. Donc, Thomas Bertrand et moi-même, Tim Izzo, nous allons vous présenter notre retour d'expérience sur l'holacratie. On est une boîte genevoise d'une dizaine d'employés et on fonctionne avec l'holacratie depuis bientôt un an maintenant. Par rapport au DevOps, c'est quelque chose qu'on a intégré dès notre création et on a remarqué justement ces dernières années que plus les mois passaient, plus on voyait que le DevOps et l'holacratie faisaient les choses très bien ensemble. Donc voilà, je vais commencer. Globalement, pour le sommaire, donc on va vous expliquer pourquoi et comment on a fait ça. Dans un premier temps, un peu de théorie sur l'holacratie, qu'est-ce que c'est? Je pense que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Dans un deuxième temps, comment on l'a mis en place, comment on voit les choses dans notre entreprise, comment on voit le DevOps aussi. Une troisième partie, un peu plus retour d'expérience, justement, où on va vous montrer les points communs qu'on a trouvés entre les deux, et puis justement, qu'est-ce qu'a donné la liaison des deux. Et dans une quatrième partie, forcément un peu dans un retour d'expérience, qu'est-ce qui n'a pas joué et les solutions qu'on a pu trouver. Merci. Donc, on va commencer avec un peu de théorie. Donc, qui est familier parmi vous avec le terme holacratie? Et très bien. Et qui pratique l'holacratie dans son entreprise ou ailleurs? Ça fait pas beaucoup de monde. Donc, c'est pour ça qu'on va commencer par introduire ce terme qui, pour nous, est très cher. Donc, le terme holacratie est apparu en 2007, qui est introduit par Brian Robertson, qui travaillait à l'époque dans une société, dans une start-up américaine. Et cette start-up passait son temps à remettre en question tous les principes de gouvernance, la façon de prendre des décisions et tous les process qui sont liés. Il a ensuite récupéré toutes ces informations qu'il a compilées dans ce qu'il a appelé l'holacratie, qui en fait est un framework de management et d'organisation décentralisée. On peut l'associer des fois à la sociocratie, il est basé sur la sociocratie, mais il se différencie quand même par pas mal de points. Donc premièrement, pourquoi ce besoin de l'holacratie? Pourquoi changer la gouvernance? Donc on remarque que dans le management qu'on va appeler conventionnel, la motivation des employés est directement impactée par la façon dont la gouvernance se gère. Ils sont souvent guidés par la peur ou par la récompense. Un employé va travailler pour conserver sa place, pour améliorer son salaire, et puis avoir des récompenses comme certains bonus. Donc ça limite énormément l'innovation, car les employés ont peur de faire des propositions qui sont un peu edge, enfin des propositions qui vont remettre en cause vraiment le principe de l'entreprise. Ils se déresponsabilisent, ils se cachent derrière le manager, et du coup, l'employé ne va pas œuvrer pour l'entreprise de manière globale. C'est pourquoi on a remarqué ces derniers temps une démocratisation de toutes les entreprises qu'on va appeler autogouvernées, dont l'holacratie permet de devenir une entreprise autogouvernée. C'est le principe fondamental des entreprises, de ce type d'entreprise, c'est qu'on va vraiment essayer de faire confiance aux gens. On va leur laisser la possibilité de prendre des décisions, de travailler main dans la main, pour faire avancer l'entreprise en tant que tout et pas uniquement leur propre ego. Donc on va changer les processus, on va leur permettre de partager, d'accumuler des responsabilités, et on va surtout les faire travailler ensemble et pas dans des vraiment partitionnés, de diviser les développeurs et les opérationnels et tout ce qui est aussi lié à la prospection aux finances. De plus, l'holacratie est née sur des bases d'agile. On la compare souvent à l'agile, pour ceux qui connaissent, dans le monde du développement. En fait, c'est vraiment des processus qui sont intégratifs, qui sont itératifs. On va constamment se remettre en question et s'améliorer petit à petit. Et vraiment, l'holacratie est basée sur ces principes. Donc, j'imagine que beaucoup d'entre vous est familier avec ce qu'on va appeler la gouvernance classique, donc le modèle pyramidal, où on a les CEO, CFO, CTO, les managers supérieurs et les équipes. Donc ce modèle, on a l'impression qu'il est robuste, il donne confiance parce que ça fait longtemps qu'on travaille avec, mais on remarque qu'il est très difficile d'effectuer des échanges à travers les différentes strates. Ça prend du temps, c'est compliqué. On a aussi peur de proposer de nouvelles solutions. Il y a aussi ce qu'on appelle l'effet paquebot, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va prendre une nouvelle décision, il y a une énorme inertie pour qu'elle soit appliquée ou qu'elle soit prise en compte à l'intérieur des différents process. Et ça va vraiment limiter les propositions et la manière de travailler. À l'inverse, le modèle holacratique que vous pouvez voir à droite, c'est un modèle qui est beaucoup plus organique, où on va parler plutôt de rôle, mais pas de personne. Donc on va vraiment différencier les ressources et les responsabilités.
Il va s'auto-gérer, s'auto-organiser. N'allez pas croire que c'est un dérivé de l'anarchie, au contraire. C'est hyper structuré. Derrière, il y a une constitution qui définit beaucoup de règles, qui définit les processus, qui va vraiment aider à mettre en place des processus très, très scriptés et très robustes. On va prendre peut-être un exemple classique de problème qui pourrait intervenir dans une entreprise. Si un membre d'équipe veut acheter du matériel, donc que ce soit dans l'industrie, une nouvelle machine ou bien un nouvel ordinateur, il va devoir demander à ses supérieurs est-ce que c'est possible d'acheter, qui vont remonter au manager. Ça va passer par le CFO et des fois ça va même passer par le conseil d'administration. Ils vont ensuite se dire que le matériel n'est pas forcément adéquat, qu'on va plutôt prendre la version moins chère d'un concurrent. Et ensuite, l'équipe va se retrouver avec du matériel qui n'est pas fait pour le travail, qui n'est pas forcément adéquat. Et de plus, les employés vont se sentir pas écoutés par leurs supérieurs, donc ça va créer une certaine frustration. En revanche, dans la gouvernance holacratique, ce qui va se passer, c'est que c'est vraiment les gens sur le terrain qui vont prendre les décisions, qui vont proposer on a besoin de ce nouveau matériel, ce nouvel ordinateur. Ils vont faire des propositions d'achat, ils vont discuter avec leurs pairs et discuter aussi avec les finances, voir si c'est possible d'intégrer ça. Et c'est eux qui vont prendre la décision, est-ce que c'est possible d'acheter ou pas. Donc on a vraiment une responsabilisation des gens bien plus importante et aussi une rapidité de changement, enfin une résilience au changement qui est beaucoup plus importante. Donc on va continuer un peu avec la théorie. Je suis désolé pour ceux qui sont allergiques à ça. Donc comment fonctionne l'holacratie? Donc l'élément de base, c'est ce qu'on va appeler les rôles. Donc les rôles, c'est indépendant des personnes, il peut y avoir une ou plusieurs personnes affiliées à chaque rôle, comme par exemple un rôle architecte logiciel. Et comment est-ce qu'il est composé? Donc premièrement, on va définir une raison d'être, qui est le but, la finalité poursuivie du rôle. C'est ce qui confère l'autorité à ses membres de prendre toutes les actions possibles pour mener à bien cette raison d'être. Ensuite, on va lui associer des domaines, donc des domaines de responsabilité. Ce sont tous les biens ou les activités que détiennent ce rôle. Et chaque personne qui veut interférer ou interagir avec ce domaine doit préalablement demander aux membres de ce rôle s'ils peuvent agir ou si une action des responsables est nécessaire. On essaie vraiment de limiter le nombre de personnes associées à chaque rôle parce qu'on veut éviter le consensus, on veut éviter qu'il y ait un vote parce que ça crée des frustrations. On va vraiment mettre une, voire deux personnes avec des focus très précis sur qui va prendre la décision finale. Ensuite, tous ces rôles, on va les associer, on va les organiser en cercles. Donc ces cercles vont regrouper des rôles qui sont autour du même domaine. Et ensuite, ces cercles vont vraiment s'auto-organiser, vont s'auto-gérer. Ils vont créer les rôles qu'ils ont besoin s'ils en ont besoin. Et on voit aussi qu'il y a la possibilité d'imbriquer des cercles. Et en fait, chaque cercle qui hérite d'un autre cercle va hériter aussi de sa raison d'être, ce qui permet de vraiment spécifier le domaine et la raison de chaque cercle. Ensuite, il y a des rôles qu'on va définir qui sont comme structurels, qui vont être associés à chacun des cercles. Donc premièrement, nous avons le rep link et le lead link, qui sont en fait des rôles transversaux qui vont permettre une perméabilité entre les différents cercles. Ça va permettre de partager l'information d'un cercle à l'autre. Ensuite, nous avons le secrétaire, qui est la personne qui est chargée de planifier les séances, qui va aussi, en cas de litige ou de doute par rapport à l'interprétation de la Constitution, c'est lui qui va trancher. Et finalement, le facilitateur qui, lui, va vraiment s'occuper de gérer les séances, de faire qu'on évite qu'il y ait des plats de spaghettis ou qu'il y ait des échanges qui soient interminables. Donc pour terminer sur cette partie théorique, donc l'holacratie va introduire aussi des réunions spécifiques à l'holacratie. Ces réunions, elles ont pour but de traiter des tensions. La tension, on la définit comme un écart entre la situation actuelle et un futur potentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer dans le futur pour que tout se passe mieux. C'est important d'utiliser le terme tension et pas utiliser le terme problème ou autre, car les tensions peuvent être à la fois des problèmes ou des opportunités. Par exemple, si on vient de lancer un nouveau produit sur le marché et on voit que les ventes sont faibles, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ceci? Donc là, ce serait une tension qu'on qualifierait de problème. Mais s'il y a un nouveau client qui vient et qui nous demande est-ce qu'on peut travailler avec vous,
mais on n'a pas assez de ressources, on est déjà surchargé. Quelles sont les actions qu'on pourrait effectuer? Par exemple, embaucher des nouvelles personnes, mieux s'organiser ou refuser de travailler. Là, on va considérer cette tension comme une opportunité. Donc, les réunions dans l'holacratie, elles traitent les tensions de deux manières. Premièrement, grâce aux réunions de type gouvernance, qui sont des réunions structurelles, qui vont nous permettre de redéfinir vraiment la structure des cercles, les rôles et les définitions de chaque rôle. Et ensuite, on a les réunions tactiques, qui, elles, sont des réunions opérationnelles qui vont vraiment nous aider à traiter le travail quotidien entre nous, les échanges, les petites tensions qui pourraient intervenir journalières. Par exemple, une tension qu'on a eue récemment au Octree tactique, c'est qu'on a observé qu'on fait beaucoup de télétravail, on aime bien avoir la possibilité de bosser à la maison. Mais par conséquent, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes ou les personnes ne sont pas présentes pour répondre au téléphone. Donc, une tension est intervenue qu'il fallait mettre en place un système de téléphonie par IP. Donc, on a créé une tension pour que le responsable clientèle crée un projet et fasse les actions nécessaires pour résoudre ces tensions et mettre en place tout un système. Pour ceux qui seraient intéressés par l'holacratie, on vous donne quelques petites références, outils. Donc, premièrement, nous, en interne, on utilise Glassfrog, qui est une plateforme web qui nous permet de créer notre structure, de créer nos cercles, nos domaines. Elle nous permet aussi de gérer toutes nos réunions, donc c'est vraiment une aide pour le secrétaire et le facilitateur. Et il propose en plus des séances de coaching tous les mois où des coachs agréés holacratie répondent à vos questions. C'est hyper pratique, on est assez fan de ça. Bon, on n'est pas sponsorisé par Glassfrog, hein, c'est vraiment petit tips. Ensuite, la constitution, elle est disponible sur GitHub. C'est vraiment quelque chose d'open source où on peut participer et aider à son amélioration, à son évolution. Et finalement, 2 livres, Reinventing Organization de Frédéric Laloux, qui permet de comprendre pourquoi ce besoin de l'holacratie en définissant un peu des niveaux de hiérarchie et comment on en est arrivé à là. Et finalement, Holacracy de Brian Robertson, qui décrit et interprète vraiment cette constitution et présente beaucoup d'exemples. Donc je vous conseille de le lire. C'est vraiment intéressant pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc maintenant, on va parler plus précisément comment ça se passe le DevOps et l'holacratie à l'intérieur d'Octree. Donc juste pour un petit peu de contexte, Octree, c'est une société qu'on a montée, on est 6 cofondateurs, qu'on a créé il y a un peu plus de 2 ans. Et à la base, on s'était rencontrés autour d'un projet qu'on avait créé ensemble, qu'on gérait de manière agile. Mais on était une équipe pluridisciplinaire. Chacun avait des compétences techniques dans un certain domaine. Et du coup, quand il fallait prendre des décisions, c'était celui qui était compétent dans ce domaine qui prenait la décision. Quand on a commencé à s'agrandir, à embaucher, à avoir de nouveaux collaborateurs, on voulait garder cette dynamique, que tout le monde puisse participer, tout le monde puisse donner son avis. Pour nous, c'était vraiment important et c'est pour ça qu'on en est arrivé à se poser des questions sur comment créer une gouvernance, parce qu'avant, on n'avait vraiment rien mis en place. Et c'est pour ça que nous sommes arrivés sur l'holacratie. Donc actuellement, notre gouvernance, elle ressemble à ça. Donc c'est un screenshot de Glassfrog, si vous êtes... Donc nous avons 3 cercles. Le premier, c'est le cercle général. C'est lui qui va faire un peu le lien entre la SARL et puis vraiment notre structure de gouvernance. Parce que nous sommes toujours une SARL. On va essayer de regarder comment est-ce qu'on pourrait, dans le futur, passer en mode coopératif pour vraiment que tous les associés et tous les employés puissent vraiment avoir des parts et s'investir encore plus dans la société. Ce cercle va aussi définir ce qu'on a appelé un guide de la raison d'être, qui va s'assurer que tous les projets que nous faisons, toutes les actions que nous menons en sein d'Octree soient alignés, soient en adéquation avec la raison d'être que nous avons définie. Ensuite, nous avons le cercle Octree, donc c'est vraiment un cercle opérationnel, exécutif, qui va définir tous les rôles liés à la prospection, aux finances, et tout ce qui est pour la vie intérieure d'Octree. Et finalement, nous avons un sous-cercle de développement qui va regrouper tous les rôles liés à la production, recherche et développement, et la mise en place de processus. Donc à Octree, on est 10, là on voit qu'il y a beaucoup plus de rôles que de personnes. Donc il y a vraiment une pluridisciplinarité, plusieurs personnes peuvent avoir plusieurs rôles, et nous avons aussi appuyé le fait qu'il y a une certaine volatilité, c'est-à-dire qu'on est associé à un rôle avec une date d'expiration, ce qui permet qu'on tourne vraiment au sein de l'entreprise et qu'on teste des nouvelles choses. On est quand même là pour parler un peu de DevOps. Du coup, nous, à Octree, nous avons vraiment intégré le DevOps depuis le début de sa création.
Ça fait vraiment partie de notre culture. On a défini un rôle de coach DevOps, on va en parler un peu plus tard, mais qui nous aide vraiment à bien intégrer tous les process. Tous les développeurs sont formés à créer des pipelines, à utiliser GitLab. Pour nous, le DevOps, c'est une chose très importante, et Tim va vous l'expliquer dès maintenant en faisant la corrélation entre le DevOps et l'holacratie. Merci. Donc voilà, après cette partie contextuelle, qu'est-ce que c'est l'holacratie, tout ça, on va rentrer un peu plus dans le retour d'expérience. Donc comme on vous l'a dit, on a vu que ça matchait très bien ensemble, parce que justement DevOps et holacratie ont beaucoup de points communs. L'holacratie agit vraiment au niveau structurel, comme l'a expliqué Thomas, et le DevOps, c'est vraiment plutôt le côté opérationnel. Mais il y a quand même énormément de points communs. Déjà, les gros points communs sont par rapport à l'agilité. C'est tous les deux des concepts assez modernes et qui regroupent vraiment les caractéristiques de l'agile, notamment au niveau, dans un premier temps, de la transparence. Le DevOps, ça je l'apprends à personne, je pense ici, c'est qu'on va mettre les devs et les ops, tout le monde autour de la même table, et tout le monde sait ce que font les autres, et tout le monde s'intéresse à ce que font les autres. Dans l'holacratie, il y a un peu la même idée au niveau structurel. On a des rôles, des cercles, et tout le monde sait qui a quel rôle, qui est dans quel cercle, qui fait quoi, qui travaille sur quel projet, que ce soit aussi bien pour l'ensemble de l'entreprise, mais même assez souvent à l'extérieur. On peut savoir, les entreprises holacratiques, comment elles sont organisées à l'intérieur, et pour les plus ouvertes, ça va même jusqu'à publier leurs finances. On retrouve aussi dans les deux une approche incrémentale. Dans le DevOps, donc on a ça nous permet d'introduire le monde des sysadmins, les mises en production à l'intérieur des itérations agiles. Donc on va plus loin avec l'agile. Avec l'holacratie, c'est justement par ce système de tension et de réunion de gouvernance qu'on a ces itérations. Dans l'exécution de la vie de tous les jours, chaque personne, chaque collègue émet des tensions, relève des tensions. À la prochaine réunion de gouvernance, on va traiter ces tensions-là et adapter la structure et les rôles pour une prochaine itération d'exécution. Il y a aussi un fort partage des responsabilités. Donc pour le DevOps, maintenant, ça a été déjà dit au dernier talk, ce sera probablement dit dans d'autres talks, les devs et les ops arrêtent de se rejeter la balle et tout le monde partage les mêmes responsabilités sur les cycles de vie de l'application. Pour l'holacratie, il y a aussi quelque chose de similaire, c'est qu'on travaille tous ensemble dans le but d'atteindre une certaine raison d'être. Donc tout le monde veut, comme le disait Thomas, on cherche aussi à créer une coopérative pour que tout le monde se sente responsable et impliqué de la même manière pour faire avancer l'entreprise. Feedback et tension, dans le DevOps, on a quelque chose qui s'appelle la feedback loop, où justement on va mettre en place un système d'alerte qui va nous permettre de remonter tous les problèmes qui surviennent, que ce soit au niveau des processus automatisés ou les processus humains, la communication, pour alerter directement les bonnes personnes et pour qu'elles puissent agir et ensuite modifier les processus. Pour l'holacratie, pareil, c'est justement toujours ce système de tension et de gouvernance qui va nous permettre de remonter tout ce qui est problème ou opportunité et adapter la structure. Une autre chose très similaire dans le DevOps et l'holacratie, c'est qu'on va chercher aussi à casser les codes. C'est encore une fois des nouvelles manières de faire d'aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de changer les choses par rapport à ce qu'on a toujours vu ces dernières dizaines d'années. Dans un premier temps, on va mettre à bas les titres pour plus parler de rôle. Donc ça, c'est propre à l'holacratie. Dans le DevOps, on cherche à diluer les rôles de dev et les rôles de ops dans une équipe. Dans l'holacratie, on va plutôt parler de rôle plutôt que à la place de parler de titres, parce qu'on considère que justement un titre, ça borne une personne à un métier spécifique et ça l'empêche d'exprimer son plein potentiel. Par exemple, moi j'ai une formation d'ingénieur, et si dans une entreprise conventionnelle, je serais engagé comme ingénieur infrastructure. Et dans les nouvelles manières de faire, celles qu'on utilise du moins, j'ai un rôle de développeur, j'ai également un rôle, des rôles structurels pour l'entreprise. J'ai aussi pris des rôles du monde juridique, donc vraiment on peut s'échanger les rôles comme ça et aller plus loin pour chaque personne. Du contrôle au sense and respond, donc ça je ne sais pas si ça parle à certains, c'est un concept assez aussi nouveau. Dans les entreprises traditionnelles, on va chercher vraiment à contrôler, on va chercher à anticiper tous les problèmes qui peuvent survenir et déjà développer d'éventuelles solutions pour quand ça va venir. Donc on va chercher à anticiper, voire parfois suranticiper.
Dans le Sense and Respond, auquel correspond le DevOps et l'holacratie, on va faire en sorte d'avoir des outils nous permettant de ressentir en fait ce qui se passe, de ressentir les problèmes, que ce soit par rapport au pipeline qu'on a, par exemple, dans un exemple très concret, mais aussi par rapport au marché dans lequel on veut lancer notre application. On va faire en sorte de pouvoir savoir comment les choses sont vécues pour pouvoir ensuite donc répondre dans un temps court et pouvoir agir de manière sélective sur les choses qui ne vont pas, et ensuite faire évoluer l'ensemble. Fini les goulots d'étranglement. Dans le DevOps, on le sait tous, on essaye de aussi enlever les dates butoirs, la finalité de la mise en production de quelque chose. On va essayer plutôt de faire du CI/CD pour diluer ça et puis faire des déploiements continus pour toujours apporter des nouvelles fonctionnalités sans forcément avoir des dates butoirs, on déploie en production le 10 juin, il faut que tout soit prêt. Là, ce sera vraiment, on va déployer continuellement pour éviter ces dates butoirs. Dans l'holacratie, on enlève les goulots d'étranglement par une communication vraiment accrue. On va chercher à optimiser les communications. Il y a certaines méthodes propres à l'holacratie qui vont nous permettre de prendre des décisions efficacement, au bon moment, et éviter de chaque fois se retrouver tous autour d'une table et discuter pendant 4 heures pour prendre une décision. Tout ça pour vraiment arriver à une fluidité sans égale. Dernière chose, j'ai déjà évoqué, c'est la communication comme liant. Autant le DevOps que l'holacratie, ça crée des zones de flou. Par rapport à une structure hiérarchique, on sait qui est quoi, où, fait quand. Avec ces nouvelles méthodes, on a un peu plus des zones de flou, de qui doit s'occuper de quoi, surtout quand on se lance dans ce genre de choses. Donc, on ne sait pas trop dans quoi on est, c'est quelque chose d'assez organique. Donc, on va compenser ça par une communication vraiment accrue. On va optimiser les communications pour mettre plus en avant l'humain avant les processus. Je viens de l'évoquer justement, l'humain au centre, c'est quelque chose qui, à la fois dans le DevOps et l'holacratie, revient fortement. On veut vraiment valoriser l'humain. On n'est plus comme dans un système par silo. On explique toujours le DevOps par contradiction avec la méthode Waterfall, mais on n'est plus uniquement dans un silo, mais on n'est plus une pièce de la grosse machine qui cherche à produire, mais vraiment, on va considérer l'entièreté de l'humain. Bien sûr, le but d'une entreprise, c'est de faire rentrer de l'argent. On veut tous manger à la fin du mois. Mais ça ne devient plus uniquement le seul objectif. Maintenant, on va plus aussi considérer d'autres choses. Donc, comme disait Thomas, on est aussi poussé par une certaine raison d'être. Par exemple, chez Octree, notre raison d'être, c'est créer de la valeur durablement et valoriser l'humain. Voilà, donc on va considérer d'autres choses. On va essayer de faire en sorte que chacun s'épanouisse dans la boîte, soit content du travail qu'il fait et qu'il puisse aussi agir sur ce qu'il fait tous les jours. Donc voilà, encore une fois, on essaie de ne pas cantonner une personne à un métier, un poste spécifique, mais vraiment, on va l'engager dans un premier temps pour forcément une lacune au niveau de nos compétences, mais ensuite, tout le monde est censé être plus ou moins à assurer plusieurs rôles. Donc ça, c'était un peu des explications sur les rapprochements qu'il y a entre l'holacratie et le DevOps. Cette slide-là pour vous présenter que l'holacratie va nous permettre aussi de faciliter le DevOps, de faciliter notamment sa mise en place. La gestion du changement, c'est une grosse problématique. Je pense plus on est une grosse boîte, plus on se rend compte qu'il y a une résistance forte au changement et qu'il faut mettre en place des choses dès qu'on veut mettre en place quelque chose comme le DevOps, qui est encore une fois assez cassant par rapport aux méthodes traditionnelles. L'holacratie va nous permettre justement de scinder cette gestion du changement en plusieurs itérations, et par cette gestion des rôles, on va pouvoir petit à petit donner de plus en plus de responsabilités, par exemple des responsabilités propres à l'infrastructure, propres à la mise en production, aux développeurs. Comme ça, on arrive à quelque chose de plus... C'est comme ça qu'on va pouvoir diluer ces rôles Dev et Ops, tout accompagné de formation, pour que ça se passe beaucoup plus en douceur. Donc itérer sur la mise en place de nouvelles procédures. Pour rentrer un peu dans le concret, chez Octree, on a tout d'abord créé un rôle qui s'appelait responsable DevOps. Donc c'était la personne qui était la plus à même de mettre en place les pipelines de production, qui connaissait un peu mieux les méthodes, la philosophie, tout ça. Et petit à petit, on a ensuite dilué ce rôle. Donc ces rôles, c'était un ensemble de redevabilités. On a dilué toutes ces redevabilités, ces responsabilités sur les rôles de développeurs, pour que finalement ce rôle responsable DevOps ne serve plus à rien et que ce soit les développeurs qui aient la main sur l'ensemble du cycle de vie d'une application.
L'élasticité des responsabilités, bon, je me répète un peu, mais l'holacratie, justement, ça ne cantonne pas à uniquement une seule chose. Dès qu'on a... on va pouvoir concrétiser aussi comment les rôles sont répartis. Dans le Dev et l'Ops, on le sait tous, on met tous les gens autour de la même table, mais une fois qu'on fait ça, une fois que les gens communiquent, ok, mais qui fait quoi? Qui a la responsabilité de quoi? Si tout le monde est pareil, tout le monde partage les responsabilités, il faut bien quelqu'un qui soit responsable de faire telle ou telle chose si on est tous pareils. Donc l'holacratie va nous permettre, tout en assurant que tout le monde soit responsable, de pouvoir aussi assurer qui prend la décision sur quoi, que ce soit le test, que ce soit le design, le développement, le choix des technologies, les mises en staging, les mises en production. Ça nous permet d'être beaucoup plus clair sur comment gérer ce DevOps. Et dans un dernier point, la régulation des processus, ça vient d'un problème concret qu'on a rencontré chez Octree. C'est qu'avant qu'on passe justement à l'holacratie, on avait un développeur qui était assez passionné par ce qu'il faisait, et il a mis en place, il a pris plusieurs semaines, plusieurs mois même, à mettre en place un template pour créer des applications avec des protocoles distribués, un truc vraiment master. Et finalement, on a remarqué que depuis qu'il a fait ça, ça fait déjà pas mal de mois, on s'en est jamais servi, parce qu'en fait, on n'avait pas l'utilité. Avec l'holacratie, ça nous permet d'éviter justement de rentrer dans des choses comme ça nous permet d'éviter de poursuivre des besoins irréels, des besoins fantômes, parce que chacun est dans un rôle, et chaque tâche qu'on fait, chaque projet qu'on fait, doit correspondre à une responsabilité qu'on a. Et comme tout le monde est au courant de qui fait quoi de chaque semaine, parce que grâce aux réunions tactiques, on a une visibilité sur ce que font les autres, ça nous permet d'éviter de partir un peu, que quelqu'un parte un peu dans son coin faire ses propres choses. Je perds mes mots, pardon. Donc voilà, en fait, finalement, une fois qu'on a mis l'holacratie en place, on a pu éviter ça, parce que pour créer ce template-là, pour valider ce temps pris à créer ce template, il aurait fallu que ce soit exprimé par autant un besoin interne ou le besoin d'un client pour faire ça. Donc l'holacratie facilite le DevOps, et finalement, encore une fois, avec la pratique, on a remarqué que non seulement l'un facilitait l'autre, mais la liaison des deux nous permettait d'aller encore plus loin. C'est le cas notamment déjà encore une fois par rapport au changement constant. Donc le changement constant qui est quelque chose de difficile à gérer dans certaines entreprises, avec la liaison holacratie DevOps, ça nous a permis de vraiment jouer en fait avec le changement. On n'a vraiment plus peur de changement. Chaque semaine, on peut changer de rôle. Et ça nous force aussi, et ça c'est assez important, c'est que ça nous force, quand on a un rôle, de vraiment documenter, de vraiment optimiser la prise en main pour pouvoir se passer les rôles très facilement. Donc on a des documentations en béton maintenant, enfin, j'exagère un peu, mais presque. Voilà, ça nous permet aussi on crée des équipes de projets, et entre projets, on a vraiment beaucoup plus de fluidité entre l'interchangement des rôles. L'émergence d'idées est favorisée. Donc là, c'est plus uniquement les devs et les ops qui ont la possibilité de proposer des choses, de proposer des améliorations sur les processus, mais l'ensemble de l'entreprise, par les processus de réunion tactique et de gouvernance, de tension, de l'holacratie, n'importe qui peut donner son avis sur on peut proposer des choses sur comment optimiser certains processus. Ça peut être par exemple utile par rapport que la prospection, notamment, ait quelques idées pour optimiser l'ensemble de la production. Alors, ce n'est pas toujours bienvenu, mais justement, par les systèmes holacratiques, ça nous permet de quand même considérer ça comme une opportunité et de voir si c'est valide, s'il y a vraiment un potentiel à exploiter. C'est aussi très intéressant parce que ça nous permet aussi de déployer la philosophie DevOps non seulement sur les devs et les ops, mais aussi sur l'entièreté des métiers d'entreprise. Il y a quelques mois aussi, on a réfléchi au concept de DevOps. Je ne sais pas si ça parle, c'est quelque chose qui commence à faire parler de soi autour du monde, mais c'est aussi intégrer le design dans justement, encore une fois, ces itérations agiles, pour qu'on ait des itérations qui prennent ensemble le tout. Voilà, la gestion de projet en cercle, ça c'est quelque chose qu'on est justement en train de mettre en place, donc je ne m'avance pas trop non plus dessus, mais c'est qu'on a décidé, dès qu'on avait un projet à réaliser, que ce soit un projet interne ou un projet client, on allait créer un cercle, on crée un cercle au sein de notre structure holacratique, à l'intérieur du cercle développement, comme l'a montré Thomas,
Et dans ce cercle-là, on va pouvoir attribuer certains rôles. Donc on aura un rôle qui est Product Owner, on aura un Scrum Master, on aura un Lead Link, ça c'est un rôle structurel, on aura aussi un ensemble de développeurs, et ça va nous permettre à la fois d'appliquer des méthodes agiles dans nos projets, tout en profitant aussi des avantages de l'holacratie par le système des tensions et de la gouvernance. Et dernière chose, c'est que les personnes sont responsabilisées, donc ça c'est aussi une des choses très importantes dans l'holacratie comme dans le DevOps, c'est que les gens ont la possibilité de faire des choix, d'agir en fait sur leur travail quotidien. Tout le monde est un capteur qui peut lancer des tensions à l'endroit de son travail et puis proposer des améliorations, proposer des changements. Voilà, donc on n'a plus les devs et les ops qui sont uniquement des gens qui sont là pour produire et mettre à disposition des services et des applications, mais ils peuvent aussi choisir qui fait quoi, comment on le fait, quelle technologie, quand on le fait. Donc ça donne beaucoup plus de poids au sein de l'ensemble de l'entreprise, aux devs et aux ops. La route n'est pas sans embûches. Forcément, ce qu'on vous explique là, on dit ça, on est convaincu par la chose, ça nous paraît beau tout ça, mais forcément on a eu aussi pas mal de galères à mettre en place. Forcément, il y a des problèmes qui interviennent, on a rencontré pas mal d'erreurs et on a dû à chaque fois aussi trouver des solutions. Le premier pool d'erreurs qu'on a fait, c'est des erreurs qui sont très propres à la mise en place de l'holacratie, parce que c'est quelque chose d'assez touffu. La première, la solution est assez obvious, mais c'est d'éviter de retomber dans une structure associée employée. Le but de se mettre à l'holacratie, c'était justement de répartir les responsabilités pour que tout le monde, pour vraiment avoir une structure, une gouvernance horizontale. Assez naturellement, au début, on avait ces 6 associés qui ont rapidement pris des rôles assez fortement décisionnaires et les employés des rôles un peu plus secondaires. Donc on s'est rapidement rendu compte qu'il fallait qu'on casse ça et on a réfléchi, on a retravaillé toute la structure de l'entreprise, tous les rôles, une deuxième fois pour vraiment que ce soit complètement horizontal et que ce soit les bonnes personnes qui prennent les bonnes décisions. Le tenant d'un rôle est décisionnaire, pas forcément un exécutant. Ça, c'est un problème qui est venu de notre interprétation de l'holacratie. Comme je le disais, l'holacratie, c'est quelque chose d'assez touffu. Il y a tout un livre qui l'explique. Au premier abord, on comprend assez facilement les grands concepts, les cercles, les rôles. Mais dès qu'on est dans la pratique, après plusieurs mois, on se rend compte qu'en fait, il y a pas mal de problèmes, de questionnements qui interviennent. Et notamment, cette erreur d'interprétation, c'est que c'est pas parce qu'on est tenant d'un rôle décisionnaire, que c'est forcément nous qui sommes l'exécutant des tâches. Si je prends le rôle responsable de la prospection qu'on a créé, c'est pas forcément le responsable de la prospection qui est chargé d'aller chercher des clients, faire entrer des mandats, mais c'est la personne qui est censée s'assurer que ce soit fait et que les gens font bien leur travail. C'est aussi lui qui prend les décisions, mais c'est vraiment là le but de ces rôles, c'est d'éviter aussi les consensus pour vraiment beaucoup plus d'efficacité. Créer un rôle, oui, mais avons-nous le temps à lui accorder? Ça, c'est aussi une grosse erreur qu'on a fait un temps, c'est qu'au tout début, on était hyper contents, on se dit on essaie l'holacratie, on se lance dedans, on a créé plein de rôles, plein de choses, notamment le rôle de responsable dojo. Pour ceux qui ça parle, dojo, c'est une méthode de formation de développeurs. On a créé un rôle de responsable dojo parce qu'on trouvait que c'était cool de faire des dojos, c'est sympa, c'est même recommandé par plein de gens, tout ça. Donc on a créé un rôle de responsable dojo, en plus de plein d'autres rôles, et on a remarqué que finalement, après quelques semaines, que la personne à qui ce rôle a été attribué n'avait jamais rien fait dans cette idée-là, dans l'application de ce rôle de responsable dojo. Du coup, on s'est posé la question, est-ce que c'était finalement pertinent? Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Est-ce que la création de ce rôle venait d'un besoin, était relevée d'une tension ou non? Donc la solution qu'on a trouvée, c'est qu'il ne sert à rien de créer des rôles si ça ne correspond pas à un besoin, à une tension de l'entreprise. Voilà, donc il ne faut pas hésiter vraiment à créer des rôles, à supprimer des rôles et voir vraiment quelque chose la structure comme quelque chose de vraiment mouvant. Dernière chose, un coach holacratie, ça aide vraiment. Alors, on était aussi, comme je vous disais, très au taquet au début. On s'est dit, ouais, on a lu les bouquins, c'est bon, on peut partir sur l'holacratie. On n'a pas besoin d'aide. Ça a marché quelques semaines. Et très rapidement, on a remarqué, encore une fois, qu'on avait justement plein de petits trucs à régler, plein de machins. Ah ouais, mais comment on fait ça? Ah ouais, est-ce que l'holacratie fait ça? Ou c'est à nous de trouver nos processus? Et on a finalement décidé d'utiliser Glassfrog pour justement avoir un call mensuel avec un coach DevOps, holacratie, pour justement répondre à nos questions qui se soulevaient mois après mois et corriger un peu le tir par rapport à la première structure qu'on a mis en place. Donc si on peut conseiller quelque chose, n'hésitez pas à prendre justement un coach holacratie si vous voulez vous lancer là-dedans. Parce que oui, on peut faire les choses tout seul, mais si vraiment on veut bien faire les choses,
il faut se faire aider. Deuxième pool d'erreurs, là c'est vraiment les erreurs qui sont propres à la liaison holacracy et DevOps. Dans un premier temps, donc ça c'était peut-être un peu stupide de notre part, mais c'était qu'on a créé des rôles dev et ensuite des rôles ops. On n'est pas resté longtemps là-dedans, mais en lançant l'holacracy, alors qu'on était déjà en train de faire dans une culture DevOps, on a créé des rôles propres aux devs et des rôles propres aux ops. Très rapidement, on s'est dit, bah non, c'est pas ce qu'on veut. On veut maintenir notre culture DevOps, et c'est pas parce qu'on passe à l'holacracy que forcément on va devoir rescinder ces rôles-là en métier finalement. Donc bah, la solution, ça a été justement de diluer ce rôle de responsable DevOps entre les rôles de dev, les rôles de développeurs, qui sont devenus des rôles assez importants au niveau de la production. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a créé un rôle de coach DevOps. Donc le responsable DevOps est devenu le coach DevOps, qui n'a pas du tout un rôle d'exécutant, mais vraiment c'est la personne qui va se tenir à jour des nouvelles méthodes, qui va s'assurer que les méthodes sont bien suivies et qu'on est toujours un peu à jour, que tout le monde comprend aussi qu'est-ce qui se fait. L'autre chose, c'est la difficulté de ne pas retomber dans un système consensuel. On a tendance, dans les structures traditionnelles, et même encore nous aujourd'hui, de toujours chercher le consensus, que tout le monde soit d'accord pour qu'une décision soit prise. L'holacracy veut justement que ce ne soit pas le cas. Le DevOps cherche le consensus entre les devs et les ops. L'holacracy cherche à éviter ces consensus, pas parce qu'on veut arriver sur un système avec plein de dictateurs qui imposent leurs décisions, pas du tout, mais parce que ça va beaucoup plus vite si on sait que telle personne prend telle décision. Si on n'est pas d'accord, alors on exprime une tension et on change la structure. Mais en évitant les consensus, en mettant des rôles décisionnaires, on va beaucoup plus vite et on fluidifie vraiment toutes les communications et l'exécution. Engager des personnes en accord avec sa culture d'entreprise, effectivement, ça c'est aussi un problème pratique qu'on a rencontré, surtout dans les premiers mois de la mise en place de l'holacracy. C'est que l'holacracy, comme le DevOps, en fait, c'est des cultures qui imposent aux gens quand même de se responsabiliser, de prendre des décisions, de souvent faire des choix qui peuvent impacter l'ensemble de l'entreprise. Et ces choses-là peuvent ne pas plaire à l'ensemble des gens. Certaines personnes n'apprécient pas forcément d'avoir ce stress-là, de devoir prendre des décisions pour l'entreprise. Ça peut parfois être des décisions sur les finances. Et quand on engage, c'est une première question qu'on pose, c'est est-ce que ça gêne la personne d'avoir ce rôle en fait, de responsable, d'être au même titre que les associés, de pouvoir prendre des décisions qui vont impacter l'entreprise à moyen, voire à long terme. Ouais, parce que l'holacracy, ça prend pas mal de temps à prendre en main. Ça demande aussi du temps à s'exécuter. Il y a réunions de gouvernance, réunions tactiques, et ça demande vraiment l'effort de tous, de s'informer, de savoir qu'est-ce que c'est, de comprendre l'ensemble du fonctionnement, en plus de son travail quotidien. Donc il faut vraiment engager des gens qui sont dans cette idée-là. Voilà. Ça laisse quand même beaucoup de gens. Donc, quelques petites phrases à retenir pour la fin de notre présentation. Il ne faut pas avoir peur des erreurs et des problèmes, mais leur faire des bisous. Alors, pourquoi je dis ça? C'est que les erreurs, les problèmes, comme l'a soulevé Thomas, c'est des tensions, c'est des opportunités potentielles qu'on va soulever et qu'on va apporter dans nos réunions pour pouvoir adapter notre structure, nos processus, dans l'idée d'aller vers un futur meilleur, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur des erreurs, mais il faut les embrasser, parce que c'est des opportunités d'aller vers un futur meilleur. Ça, c'est une phrase qu'on aime bien justement chez Octree, c'est que toute personne veut le bien de ses collègues et de son entreprise. Dans les méthodes traditionnelles, alors peut-être là, je vais me faire taper en disant ça, mais on va faire en sorte de motiver les employés par un système de peur, par la peur de perdre son travail ou justement par une récompense sur son salaire, tout ça, des bonus. On va essayer de tirer la personne sur ces choses-là. Dans notre manière de voir les choses, dans la manière de voir les choses de l'holacracy, on va essayer de mettre un peu à bas la méfiance et la peur qui peuvent se mettre dans les entreprises pour vraiment installer un climat de confiance, de responsabilité, de confiance, pour que tout le monde ait la motivation justement de faire avancer l'entreprise et s'épanouisse. Ça fait un peu rêveur comme ça. Voilà, on vous remercie et on écoute vos questions. Merci beaucoup. Merci Tim, merci Thomas. Et s'il y a des questions dans la salle, il y en a une, il y en a plusieurs. Hop là. Voilà. Merci. C'est très intéressant. Du coup, j'ai deux questions un peu candides sur l'holacracy. Comment ça se passe au niveau de la gestion de la performance et de la rémunération? Alors, c'est une question effectivement qu'on pensait recevoir.
l'holacratie, ça ne vise pas forcément à optimiser les performances. Ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre en place pour que notre entreprise soit plus performante. Justement, ça revient à la dernière phrase que j'ai dit, c'est quelque chose qu'on met en place pour passer de la peur, de la méfiance à la confiance et vraiment au plaisir du travail finalement. Mais ça ne va pas chercher à optimiser les performances. On ne va pas perdre en performance, mais on ne va pas augmenter forcément les performances. La deuxième question, c'était sur... Par rapport à la rémunération des associés, des employés. Ouais, tu réponds toi ou... Ah, vas-y, t'es lancé. Par rapport à la rémunération, non, mais il n'y a pas de problème. Par rapport à la rémunération, l'holacratie n'a pas forcément d'indication. C'est un framework d'entreprise, de structure, mais ce n'est pas ça qui va résoudre tous les problèmes non plus. Pour la rémunération, il y a plein de solutions qui ont été évoquées, notamment dans les 2 livres que Thomas a montrés. Il y a plusieurs manières de faire. Ce qu'on a pu voir, c'était qu'il y a une entreprise, je ne sais plus le nom, mais ils ont un système de tokens à l'intérieur, comme une espèce de monnaie interne à l'entreprise. Et quand ils veulent remercier quelqu'un d'un travail qu'ils ont fait en fonction des redevabilités, ils vont fournir un token à cette personne-là. Ils ont le devoir de vider tous leurs tokens avant la fin du mois. Et à la fin du mois, on regarde qui c'est qui a le plus de tokens. Et ils vont recevoir en fait un salaire en fonction de ça. Enfin, il y a une base de salaire. Et ils vont recevoir des bonus par rapport au nombre de tokens qu'ils ont, pour les remercier à leur travail les uns par rapport aux autres. Après, il y a d'autres manières de faire aussi. Merci. De rien. Alors j'ai 2 questions. Tout d'abord, je trouvais ça amusant d'avoir appelé votre entreprise Octree, alors que c'est une structure... C'est qui parle. c'est moi. Ah, merci. Alors que c'est une structure ultra hiérarchique en 3 dimensions. Est-ce que c'est voulu? Ultra hiérarchique. Un Octree, Je te laisse répondre à la question. Ouais, Octree, c'est vraiment une hiérarchie en 3 dimensions. Ouais, c'est exactement. Bon, en fait, l'holacratie est intervenue, est rentrée dans l'entreprise après qu'on l'ait nommé Octree. En fait, on a choisi Octree parce qu'on trouvait que c'était intéressant, parce que il y a des systèmes de process qui permettent de faire du partage de processus qui sont basés sur les Octree. Et nous, on aimait bien ce côté partage de processus. Et aussi, on essaie de vraiment intégrer le design et la qualité du travail dans notre structure. Et puis, les Octree sont pas mal utilisés pour justement faire des représentations en 3D. D'accord, Mais en merci. fait, il n'y a pas vraiment de lien entre l'holacratie et Octree. Vous avez évoqué la notion de hiérarchie, justement. Alors, avec les cercles, c'était ça votre question? Oui. Ouais. Avec les cercles, on ne va pas chercher à recréer une hiérarchie, en fait. Ce n'est pas le cercle général qui va prendre les décisions de l'ensemble de l'entreprise, c'est qui va gérer un certain pôle de compétences, un pôle de décision, et il faut plutôt voir ça comme un système plat, en fait. Oui, tout à fait. Justement, je trouvais que ça faisait un paradoxe par rapport au nom de l'entreprise. Ah, ok, pardon. Et puis, deuxième question, est-ce qu'il y a une taille... je ne connaissais pas du tout auparavant cette philosophie. Est-ce qu'il y a une taille d'entreprise au-delà de laquelle on sait que ça fonctionnerait plus ou... Dans le livre, par exemple, de Frédéric Laloux, ils prennent des exemples vraiment d'entreprises qui ont des tailles très différentes. Il y en a qui ont quelques centaines d'employés, certaines ont plusieurs milliers d'employés. Faut vraiment... Après, ça dépend aussi de comment on structure notre entreprise et comment on partage le travail. Il y a par exemple un exemple d'une société, c'est aux Pays-Bas, une société d'infirmières à domicile, où en fait ils créent des cercles par quartier ou par zone qui gèrent. Et donc chaque cercle ensuite s'autogère. Mais par le cercle ensuite, le super cercle, on peut vraiment remonter les informations. Puis quand certains quartiers ou certains groupes d'infirmières ont trouvé des nouvelles manières de gérer, des nouveaux processus, c'est ensuite remonté puis diffusé dans tous les différents cercles, ce qui permet vraiment à toute la structure de s'améliorer et de profiter vraiment de ces expériences. D'accord. Donc en fait, ce serait des subdivisions, mais pas de hiérarchie finalement. Exactement. On Merci peut vraiment subdiviser comme on veut, quoi. J'aimerais revenir sur la remarque. Le tenant d'un rôle est un décisionnaire, pas forcément un exécutant. Oui. Vous ne trouvez pas que la distinction entre le décideur, d'une part, et l'exécutant, de l'autre part, est à l'origine d'une hiérarchie, une structure rigide, et donc anti-holocratique? Alors, je suis d'accord. Nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas compris tout de suite au début, que l'holacratie voulait ça. Après, dans les faits, c'est les exécutants qui ont les rôles, dans la manière dont on le pratique. C'est juste dans ce système holacratique, il ne propose pas forcément, il distingue vraiment les deux. Ce qu'il veut vraiment montrer, c'est que l'autorité, en fait, elle est vraiment distribuée sur l'ensemble de l'entreprise et n'importe qui peut être décisionnaire. Après, il ne rassemble pas les deux. Mais dans la pratique, c'est quand même plus souvent ça. Je ne suis pas sûr que je réponds à votre question. Donc, c'est une espèce de compromis ou...
par rapport à l'holacratie ou par rapport à comment on le vit, nous? Je vais revenir après. Prépare-toi. On a bah, encore une question. Oui. Je récupère, merci. Du coup, c'est une question sur un sujet pas forcément très rigolo, mais par exemple, dans la vie d'une entreprise, il y a parfois des décisions difficiles, comme par exemple se séparer d'un collaborateur, Ouais. pour des raisons économiques ou pour des raisons d'efficacité ou d'état d'esprit, comme vous l'avez mentionné. Vu qu'il n'y a pas une figure unique d'arbitrage qui peut prendre ces décisions difficiles, comment est-ce que vous gérez ces décisions-là qui sont finalement ciblées sur une personne, mais qui doivent être prises de manière collégiale? Est-ce que c'est pas difficile de concilier ces deux aspects? Alors, c'est pas simple, c'est une question difficile, effectivement. C'est aussi des choses sur lesquelles on a beaucoup échangé. L'holacratie, encore une fois, ne propose pas une solution miracle pour ça. C'est un framework dans l'ensemble de choses, mais jamais de solution. Enfin, il n'y a pas de solution miracle comme la question des salaires. Pour ce que j'aurais tendance à dire, après tu me dis si c'est pas d'accord, mais c'est qu'on va, s'il y a quelqu'un qui ne va pas, le fait de virer cette personne, c'est déjà de toute façon la dernière solution. On va essayer de mettre en place plein de choses pour que ce ne soit pas le cas. Et c'est parce qu'il va y avoir aussi beaucoup de tensions, pas des tensions au sens holacratique, mais des tensions interpersonnelles. Donc les gens savent forcément qu'ils ne sont pas forcément bien dans cette structure-là. Donc soit ils vont comprendre d'eux-mêmes qu'ils ne vont pas bien dans cette structure, que ça ne leur correspond pas, et dans ce cas ils vont partir d'eux-mêmes. Soit, c'est pas toujours le cas, on est d'accord. Ça va plutôt se discuter, il va y avoir un système de médiateurs. On n'a encore jamais eu l'occasion de mettre ça en pratique, hein, mais il y a un système de médiateurs qui se met en place, c'est que quelqu'un au sein du même cercle va faire la médiation entre cette personne et les autres personnes, ou entre ce qui ne va pas, pour vraiment mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Si on arrive, ça sera exprimer des tensions, au sens holacratique cette fois-ci, pour voir si on peut corriger en fait pourquoi cette personne n'est pas bien dans cette structure. Et si ce n'est pas le cas, discuter, puis qu'elle parte d'elle-même. Mais effectivement, c'est assez difficile. Si vraiment il y a quelqu'un qui est de très mauvaise foi, là, je peux pas vous répondre comment on ferait. Mais on se base justement sur la confiance en chacun, et on pense que tout le monde est capable de se rendre compte quand ça ne va pas. Ouais. Je sais pas où on en est au niveau des questions. Okay, one more question, and I'll start to switch to English as well. Attends, Euh, on est où? Je commence. It's just over there, Oui. just over there. Merci pour votre présentation. J'avais une question. Comment ça se passe pour les rôles? Est-ce que la personne elle-même décide de prendre le rôle, ou c'est attribué par rapport aux compétences Et quand on a plusieurs rôles, comment on gère l'attention et le focus? Parce qu'il y a différentes choses qui doivent être décidées, et c'est difficile de prioriser laquelle comme... Voilà, Ouais. je crois que... Alors, on n'est pas rentré dans les détails de comment fonctionne l'holacratie, parce que sinon on pourrait en parler pendant des jours. Mais normalement, les rôles sont créés lorsqu'on identifie une tension à l'intérieur d'un cercle. Donc ensuite, quelqu'un qui identifie cette tension va proposer un nouveau rôle. Mais en fait, comme on a pu voir, dans chaque cercle, il y a des lead links. Et le lead link, en fait, c'est un membre du super cercle qui va participer et organiser en fait ce sous-cercle. Et c'est à lui c'est lui qui a la redevabilité d'assigner des personnes au rôle. Et c'est aussi à lui de définir la stratégie du cercle et les priorités. Après, il n'a pas le droit d'imposer à n'importe qui de faire dans tel ordre, d'organiser sa journée de manière très précise, mais il va vraiment créer une stratégie et puis organiser en fait comment la personne et les différents rôles vont travailler. Donc c'est Et, lead link. En pratique, ça se fait avec l'accord de la personne, ou ça s'est passé aussi pour votre expérience où vous avez désigné quelqu'un en tant qu'une rôle qui n'était pas vraiment d'accord elle-même? Parce que sinon, ça pourrait redevenir à cette hiérarchie où on est, un rôle est attribué sans que la personne ait l'accord. Donc c'est là la question. En fait, à n'importe quel moment, quelqu'un qui a attribué un rôle peut démissionner. Donc s'il voit que ça ne va pas, il peut dire... Pour moi, c'est pas possible, je n'ai pas l'impression de prendre des décisions constructives pour ce rôle. Mais aussi, le lead link peut ressentir que cette personne ne fait pas ce qui est possible, ne met pas tout en place, n'est pas capable pour ce type de rôle. Et ça va être ensuite à lui aussi de réattribuer ce rôle. Après, nous, dans notre expérience, on n'a jamais vraiment on fait beaucoup de discussions entre nous, on essaie de se mettre d'accord. Puis on essaie de faire ces attributions de rôle pendant des réunions. À la fin de réunion, comme ça, il y a vraiment toutes les personnes qui sont présentes. Et on peut décider entre nous qui sera attribué. There's one more question. We have two questions here.
J'ai adoré votre présentation. Je connaissais un tout petit Merci. peu l'holacratie. J'ai lu le livre de Robertson. J'ai pas tout compris parce que j'ai pas eu l'occasion en fait de pratiquer. Je crois qu'avec la pratique, c'est là qu'on commence à comprendre les choses. J'imagine en tout cas de ce que. Il faut lire plusieurs fois aussi. Ouais, voilà. Je me suis aussi dit, ouais, je l'ai déjà lu 2 fois. Je pense qu'il faudrait que je le lise une 3e fois. Moi, dans mon travail, j'essaye de travailler de façon agile et on utilise le framework Scrum. Est-ce qu'il y a une correspondance entre les rôles de Scrum et l'holacratie? Par exemple, est-ce que le Scrum Master ou le Product Owner, est-ce qu'il y a une correspondance dans l'holacratie ou est-ce que c'est des rôles qui sont ajoutés ou comment ça se passe? Alors non, il n'y a pas de correspondance vraiment. Un rôle holacratique correspond à un rôle Scrum. C'est pas le même but. Comme on l'a dit, l'holacratie, c'est vraiment au niveau de la structure même de l'entreprise. Et les méthodes agiles, Scrum, c'est vraiment pour faire de l'opérationnel, pour faire de la production, selon nous. Du coup, il n'y a pas forcément. Après, nous, dans notre structure, on a essayé de trouver un juste milieu entre les deux, par des cercles de projet qui sont dans la structure holacratique, mais qui ont des rôles Scrum. Mais c'est pas dans le système holacratique standard. D'accord, merci. One more question. Vous dites que la communication c'est le liant pour votre méthode, mais vous n'avez pas expliqué qu'est-ce que vous utilisez pour l'appliquer tous les jours, comment vous êtes aussi organisé au travail après pour l'appliquer par rapport au fait que tout le monde serait dans le même bureau, où il y a des gens remote, chez les clients. Donc comment c'est géré cette partie-là? Tu réponds toi. Tu le fasses. On n'est pas forcément allé vraiment dans le concret sur comment on communiquait chez nous. Bon, on utilise, le remote, c'est compensé par Slack et puis des appels comme ça. Donc, on est très habitué à fonctionner avec ces technologies-là. Donc, c'est pas forcément un problème de travailler en remote. Après, pour ces communications accrues, l'holacratie, elle propose aussi certains processus pour éviter que les communications, les discussions durent des heures, pour que les décisions soient rapidement prises. Il y a quelque chose qui s'appelle le processus de décision intégrative. Alors là, je vous laisserai lire le bouquin si vous voulez vraiment le détail, mais ça permet vraiment quand quelqu'un a une proposition à faire d'amélioration, que ce soit sur du tactique ou de la gouvernance, il évoque une proposition, tout le monde a la possibilité d'éclaircir cette proposition pour que tout le monde l'ait bien en main, et de réagir aussi, quel est son ressenti par rapport à cette proposition. Ensuite, celui qui propose, il peut toujours modifier cette proposition en fonction des retours des autres, et ensuite, on peut faire des objections. Est-ce que vraiment on veut que cette proposition passe ou non? Là, c'est là où on discute vraiment concrètement. Et à la fin, on décide si oui ou non cette proposition est acceptée. Ça permet vraiment, chaque chose qui sont décidées sont faites par ce processus-là. Et dans nos réunions, on voit que si on est vraiment rigoureux à tenir les temps de parole, tout ça, on est beaucoup plus efficace. C'est un des trucs. En plus, pour revenir à la communication générale, on a un de nos employés qui a décidé de déménager au Brésil. Dès le début de la création d'Octris, ce qui fait qu'on a vraiment l'habitude d'utiliser des outils de communication en interne, des outils comme Slack, comme Meet ou l'équivalent de Skype de Google. Donc, nous, c'est aussi dans la culture, on a l'habitude de communiquer, qu'on travaille à la maison, qu'on soit à distance ou chez des clients. Donc vous avez l'habitude de vraiment faire par écrit aussi, d'éviter l'oral pour que tout le monde soit au courant. Tout à fait. Oui. Bien. Any other questions? We've already. There are plenty of questions. So we can take questions, and if anyone wants to start going to have lunch slowly, you can start because the room is not so big, and so if we do it gradually, it's also very good. Anyway, who wants to stay? We can take some more time for questions then. So, Let's go. On mange pas. Bonjour. Une toute dernière question, en fait. Vous définissez l'holacratie comme un moyen d'organisation de structure d'entreprise. For those who are leaving back here at 2:30 p.m., 2:30. Comment vous arrivez à mettre en place quelque part une vision stratégique et qui sait qui porte la vision et le fait appliquer? Dire un peu la boîte, elle va où, elle sera où dans 3 ans et dans 5 ans. On voit pas qui parle, et du coup j'y arrive pas à suivre. Ok, pardon. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? La vision. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un Alors, qui porte je vais expliquer en fait, c'est effectivement comment vous portez un peu la stratégie de votre entreprise, comment vous la partagez et comment vous l'appliquez. D'avoir une vision à 1 an, 3 ans, 5 ans, et de se dire on va tous dans le même sens.
Alors, on n'a pas forcément de stratégie à long terme sur les 3 prochaines années. On est encore une petite entreprise qui, sur 6 mois, ça évolue assez vite. Comme on expliquait, on est poussé par une raison d'être. Et cette raison d'être-là, c'est le rôle de certains rôles structurels de veiller à ce qu'on suit toujours ça. Si, par exemple, on prend des mandats qui ne correspondent pas à notre raison d'être, bah justement, ça va lancer des discussions ou même ça va nous permettre de faire des choix sur les choses qu'on prend ou pas. Après, sur le long terme, on n'a pas forcément de vision long terme pour l'instant. C'est une tension qui a été relevée en fait, récemment, qu'on est en train de résoudre. Mais encore une fois, l'holacratie, elle ne propose pas de solution miracle pour ça. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Plus ou moins. Désolé. Il y avait encore une question par là, je crois, non? Yeah, I've seen there were other questions just there. Yeah. Oui, je voulais savoir quelle expérience on avait dans le temps. J'étais pas là au début, je m'excuse. Quelle expérience on avait dans le temps de l'holacratie, justement? Comment ça, dans le temps? Depuis combien de temps c'est utilisé? Quel retour on a au niveau des entreprises? Est-ce que les entreprises qu'on connaît maintenant ont une existence de longue date? Est-ce qu'elles ont des objectifs connus dans le futur? Est-ce que vous avez des connaissances là-dedans? Alors, le terme holacratie est apparu en 2007, donc c'est relativement récent. Il y a beaucoup d'entreprises relativement connues qui ont adopté ce modèle, entre autres Danone, pour faire un exemple. Entre autres, pardon? Danone. Danone? Danone a tout un pôle qui est géré de manière holacratique. Mais en fait, on a observé que bien avant, depuis les années 70, 80, Ouais, années 70. donc dans le livre de Frédéric Laloux, depuis les années 70, voire les années 80, il y a déjà des entreprises qui sont autogouvernées, qui font vraiment de la gouvernance horizontale et qui suivent un process ou une gouvernance très proche de l'holacratie, mais qui, à l'époque, ne s'appelait pas holacratie. Nous, en ce moment, on est un peu en train de se renseigner sur les entreprises qui auraient pu quitter l'holacratie et pourquoi. Donc, on a rencontré différentes personnes, que ce soit sur Genève, enfin, la région romande, et puis on va essayer de récupérer des informations sur quelles sont les limitations, justement, de l'holacratie. Parce que le problème de ces différents livres qu'on a mentionnés, c'est que des fois, il n'y a pas beaucoup de recul. Ils présentent que des exemples où ça fonctionne bien. Et puis, ce serait aussi bien de comprendre quelles sont les choses à éviter pour revenir à des gouvernances hiérarchiques. Vous avez parlé au début de vouloir changer votre structure de SARL en coopérative. Donc, c'est une connaissance que vous avez eue après coup, parce qu'effectivement, présentement, il y a toujours des personnes qui sont responsables juridiquement de la société, même vis-à-vis de la banque. Donc, tout le monde ne peut pas prendre toutes les décisions. Ouais, c'est quelque chose qu'on aimerait. Enfin, on a créé l'entreprise à 6 au début. On ne savait pas où on allait arriver dans quelques années. De toute façon, on ne pensait même pas aller sur l'holacratie dès le début. On a découvert ça en faisant. Donc, effectivement, quand on s'est lancé dans l'holacratie, on s'est dit on veut vraiment répartir cette responsabilité à l'ensemble de l'entreprise, vraiment diluer ses associés. La seule manière, c'est de partir sur une coopérative pour que légalement, ce soit vraiment le cas. Mais c'est pas forcément simple, parce que ça veut dire ça implique beaucoup de choses. Et puis, c'est un projet actuel. Mais c'est vraiment une finalité qu'on essaie d'obtenir dans un futur moyennement proche. Mais comme on est rentré dans l'holacratie après avoir créé la SARL, c'est pour ça qu'on a créé ce cercle général qui fait un peu cette transition et qui permet de donner ensuite la responsabilité au maximum à la structure holacratique et pas aux associés. Merci. Any more questions? Since we are here, we have some time, so there's plenty of food, there's plenty of time, so we can go on talking. Alors, on m'a dit qu'il n'y avait que 100 bières ce midi. Ouais, faut vite aller prendre des bières. Et on aime bien la bière. Bon, si par contre on a fini pour l'instant, je Alors, vous one remercie more beaucoup. question, Merci just- beaucoup. Ah. Non. Alors. Bon, on reste par là pour les 2 jours, hein, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Juste, avec votre expérience après 1 an, est-ce que vous imaginez, quand vous serez plus grand, 100, 200 personnes, continuer avec l'holacratie? Pouvez-vous l'imaginer, vous? Pas juste, comme vous dites, dans les livres, il y a beaucoup d'exemples, mais avec votre expérience pratique. Alors, personnellement, oui.
Après, encore personnellement, je pense pas qu'on ait la volonté d'arriver jusqu'à 200 personnes dans notre entreprise. On est peut-être, on vise pas à devenir une multinationale, tout ça. On vise vraiment à avoir un travail qui nous plaît, quelque chose de productif, où justement toutes ces choses-là qui sont autres que l'argent soient vraiment en place. Après, je sais pas pour toi, Thomas. Moi, j'ai aussi un peu les mêmes idées, mais j'ai aussi hâte de voir comment ça va se dérouler si on a d'atteindre 30 ou 50 personnes. Déjà, qu'est-ce que ça peut donner? Il y a ici à Genève, à Lausanne, une entreprise qui s'appelle Loico, qui a mis en place un système similaire. Ils appellent ça l'oikocratie, mais c'est vraiment... C'est basé sur l'holacratie. Ouais. Ouais. Et donc, ils sont centaines de personnes aujourd'hui. Okay. Et ça se passe plutôt pas mal. C'est Loico, L-O-Y-C-O. Voilà. Puis aussi LIP. LIP aussi, oui, tout à fait. Il propose pas mal de documents pour aider dans l'organisation des réunions, les questions à poser. Donc c'est hyper intéressant. Ils partagent beaucoup d'informations. Donc il y a pas mal d'expérimentations intéressantes, de nouvelles façons de travailler qui ont un sens. Ça bouge sur Genève, c'est étonnant. Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup Tim. Plaisir. Et voici vos boîtes de chocolat de Suisse pour vous remercier. Ouais, bravo. Et donc à 14h30, on reprend ici. Maintenant, profitez pour un bon déjeuner.